Alger, 1er juillet 1962. Une journée de liesse. Sur le front de mer, le peuple algérien fête son indépendance. Après 132 ans de présence française, un nouveau pays est en train de naître. L'Algérie. Dans la foule, un jeune homme de 19 ans, Belkacem Ould Moussa, crie sa joie. Des drapeaux sortent de toutes parts. L'enthousiasme est indescriptible. Une marée humaine. Des hommes, des femmes en vert et blanc. Tout ce monde déchaîné crie sa joie. Quelle euphorie, mes amis! Je me sens une âme légère à planer dans le ciel. Le drapeau tricolore flotte encore sur quelques bâtiments publics, mais plus pour très longtemps. Pour les Français, un monde s'écroule. Les statues officielles sont coiffées de poubelles. Celle de Jeanne d'Arc brandit le drapeau algérien. C'est la fin d'une guerre qui a meurtri plusieurs générations, déchiré les familles et fait des centaines de milliers de morts. Euphorie pour les uns, cauchemar pour les autres. En contrebas sur le port, les premiers soldats français quittent la ville. Ils sont 2 millions à avoir combattu en Algérie. Après 8 ans de guerre, ils regagnent la France dans l'amertume. Il y a surtout ces familles entières, les pieds noirs, qui quittent leur terre natale et qui sont en train de tout perdre. Ils vivaient ici depuis plus d'1 siècle. Ils sont 1 million. C'est l'un des plus grands exodes de l'histoire. L'un des plus cruels aussi. Ils ont le choix, comme ils disent, entre la valise et le cercueil. Le 5 juillet, des centaines d'entre eux sont massacrés à Oran. Depuis des semaines déjà, les pieds noirs tentent de rejoindre les ports d'embarquement. Un adolescent, Jean-Louis Lorenzo, embarque en laissant quelques amis qui ne vont pas tarder à le suivre. On agite les mouchoirs. 1 petit mètre de la terre d'Afrique. 10 mètres. 20 mètres. Le bateau s'éloigne. C'est fini? Tout se bouscule en moi, notre ferme, les eucalyptus. Je regarde papa et maman qui ne craquent pas, et je les admire. Je sais bien toute l'émotion qu'ils éprouvent. Ma vision s'est brouillée. Je baisse les paupières et je cache ma tête. Ainsi, en 1962, prend fin une longue histoire entre les deux rives de la Méditerranée. Pendant près d'1 siècle et demi, l'Algérie a vécu aux couleurs de la France. Une histoire d'amour et de haine. Une histoire largement oubliée aujourd'hui, mais qui est aussi la nôtre. Dans les années 50, des cinéastes amateurs, français ou algériens, ont filmé leur vie en Algérie. Leur bonheur de vivre, leur vie quotidienne, leur intimité familiale. Ils ont aussi, comme beaucoup de militaires du contingent, filmé leur malheur. Ces films, nous les avons retrouvés. Avec le soldat Pierre Rodelov sur le champ de bataille et son adversaire algérien Chlif Zenadi,
avec la petite Algéroise Hélène Cosso, ou l'agriculteur Charles Borg dans sa propriété, avec le lycéen Dalil Boubaker, futur recteur de la mosquée de Paris. Nous allons vous raconter une histoire étonnante, celle de l'Algérie, quand elle était française. La plage des Sablettes, dans les environs d'Oran. Nous sommes dans les années 50, l'Algérie est encore française. C'est ici qu'André Pisibon, un fonctionnaire des PTT, passe ses dimanches avec sa famille et ses amis. Ce jour-là, autour d'André, il y a Raphaël Sarouki, l'ami de toujours, la pulpeuse cousine Jenny, qui se laisse un peu aller à l'insouciance de l'été. Il y a aussi Christiane et Jean-Joseph qui se sont éloignés pour s'embrasser et que les filles observent de loin. Pour André, il y a surtout Huguette, c'est la femme de sa vie. Il passe son temps à la filmer. Avec elle, en Algérie, il vit ses plus belles années. Ma femme, c'est la plus belle de toutes, même si elle n'aime pas qu'on lui dise. Tu vois, Huguette, même la caméra est amoureuse de toi. J'adore ses cheveux longs. Et je l'engueule à chaque fois qu'elle va chez le coiffeur. Huguette est originaire de la région lyonnaise. Elle est arrivée récemment en Algérie et elle a encore un peu de mal avec le climat. Pour moi, les coups de soleil, c'est l'horreur. Après la plage, je passe des nuits blanches à souffrir. Mais à part ça, je l'ai immédiatement adorée, cette Algérie merveilleuse. En Algérie, Huguette a découvert une société attachante, méditerranéenne. Je revois les grands sombreros et les mantilles. La famille Pisibon est originaire d'Italie et d'Espagne. Ils ont emporté ici leur art de vivre, leur tradition culinaire comme la paella. Ils vivent en communauté et ils ont presque tous l'accent. L'accent, on l'a de père en fils. C'est une sorte de mélange entre l'italien et l'espagnol. C'est vrai, on l'exagère un peu pour se reconnaître. Mais attention, avant d'être espagnol ou italien, on est d'abord des Français. C'est ici, dans les environs d'Arzeux, qu'a débarqué l'ancêtre d'André, Bartolomé Pisibone, originaire d'Italie. C'était en 1840, 10 ans après le débarquement des Français en Algérie. À l'époque, la France offre aux Européens la possibilité de peupler l'Algérie. À charge de bâtir ici, en terre d'islam, une petite France à l'identique. 100 ans plus tard, le résultat, monument aux morts, place du village, église, un petit port méditerranéen comme beaucoup d'autres. Les Pisibons habitent la maison à droite, à quelques mètres de la Palmeraie et à 2 pas de la rue commerçante. On est à côté du bar d'Angelotti. Il y a aussi le café d'Oubeda et celui de Marsado. C'est vrai qu'ici, on risque pas d'avoir soif. On a de tout, pareil qu'en France. Des produits frais, un quincaillier, un pharmacien. Là, avec le béret, c'est Benamou, le roi du sur-mesure. Un vrai décor de carte postale. Comme il y en a des centaines avec ses coutumes et ses personnages. Une petite ville typique de l'Empire français.
En 1950, l'empire colonial est intact. Il s'étend sur 12 millions de kilomètres carrés. C'est l'un des plus grands ensembles de la planète. Un territoire sur lequel le soleil ne se couche jamais. La France occupe une grande partie de l'Afrique, plus du tiers de sa superficie. Une conquête entamée au XVIIe siècle au Sénégal et qui se développe au XIXe siècle. Évangélisation, construction d'écoles, santé publique, mais aussi exploitation des ressources pour laquelle on a recours au travail forcé. Au nom d'une mission civilisatrice héritée du siècle des Lumières, la République a cherché à imposer son modèle jusqu'en Extrême-Orient, avec le renfort parfois de théories raciales. Il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le droit de civiliser les races inférieures. L'Algérie est le fleuron de l'Empire français. Plus de 2 millions de kilomètres carrés, un territoire 4 fois plus grand que la France. La plupart des habitants sont regroupés dans les 3 départements d'Oran, d'Alger et de Constantine. Sa conquête remonte à l'année 1830 quand la France débarque près d'Alger et conquiert des territoires jusque-là sous influence ottomane. La conquête par les Français est longue et sanglante. Elle se heurte à la résistance acharnée de chefs religieux de légende comme Abdelkader. Elle se poursuit jusqu'à la fin du XIXe siècle avec la pacification du Sahara et le ralliement des dernières tribus. L'une de ces tribus ralliées à la France est la dynastie des Boubaker, une grande famille de l'aristocratie arabe. Réunis autour du mausolée familial à El Abiod, les Boubaker descendent du premier calife du prophète Mahomet. Depuis l'arrivée des Français, ils conservent un pouvoir spirituel sur les habitants du Sahara. Mais dans les années 40, Hamza Boubaker, l'un des plus doués de la famille, a quitté le berceau familial. Il s'est installé ici, dans la capitale. On l'appelle Alger la Blanche. C'est une métropole unique en son genre. La vitrine de la France en Afrique. Hamza Boubaker y suit un parcours exemplaire. Professeur respecté au lycée d'Alger et à l'université, c'est l'un des premiers à avoir passé l'agrégation d'arabe. Il est marié avec Zoubeida Kiwan, une jeune femme issue de la bourgeoisie arabo-andalouse qui vit à l'occidental. Son fils aîné, Dalil, a tout juste 15 ans. C'est le futur recteur de la mosquée de Paris. Mais pour l'instant, c'est un simple lycéen qui vient de terminer sa classe de seconde. Dans cette maison qui vit entre tradition arabe et culture occidentale, Dalil Boubaker apprécie l'atmosphère de l'Algérie du début des années 50. Je suis entre 2 cultures, la culture arabe et la culture française. Ça me plaît, c'est enrichissant. J'aime les qualités arabes, la bravoure, la fierté, la parole donnée, l'hospitalité. Et j'aime aussi la culture française,
Ça nous permet de penser différemment. On veut s'instruire. On aime la modernité. Et la modernité, c'est la France. Entre deux cours, Dalil se promène dans sa ville au milieu de ses 350 000 habitants, répartis dans des quartiers aux noms mythiques. El Biar, Bellecour ou Bab el Oued, le célèbre quartier populaire surplombé par la basilique Notre-Dame d'Afrique. Il y a aussi la Casbah, à flanc de colline. C'est là, dans cet ancien quartier turc, que vivent la plupart des musulmans. À Alger, ils sont légèrement minoritaires par rapport aux Européens, mais dans cette ville qui grouille de monde et où l'on se croise en permanence, le jeune Dalil Boubaker se sent chez lui. Sa promenade favorite, comme tous les Algérois, c'est sur le front de mer. Les arcades du front de mer, c'est comme la rue de Rivoli à Paris. Ça me plaît énormément. Tous ces restaurants, ces magasins, les gens sont polis, la circulation est fluide. Il y a des 4 chevaux, des frégates, des dauphines. Au fond à gauche, derrière les immeubles, c'est mon lycée, le lycée Bugeaud. Ici, on est tous différents. On vit les uns avec les autres. On se gêne pas, on se critique pas. C'est le pays de la tolérance. Dans moins de 5 ans, cet esprit de tolérance, de fraternité, de sensualité aussi, ne sera qu'un lointain souvenir. Mais cela, personne ne s'en doute encore. Au même moment, à 50 km au sud d'Alger. Nous sommes en pleine montagne, à 1500 mètres d'altitude. Il a neigé toute la nuit, et le chasse-neige tente de dégager la route vers le village de Chréa. Dans le chalet de la famille Kosso, les enfants se sont levés tôt pour profiter de la poudreuse. Il y a Hélène, 8 ans, et ses sœurs. C'est ici qu'elles passent leur week-end avec leurs parents. Un petit air de Savoie en pleine Afrique. Chréa est l'une des 2 stations de ski que compte l'Algérie. Nous sommes toujours au début des années 50 et le remont de pente vient d'être installé. Les parents d'Hélène donnent une éducation sportive à leurs enfants. Je fais du ski depuis que j'ai 4 ans. On porte toutes des pantalons de laine qui piquent les jambes. On se lance dans la poudreuse et on essaie de s'arrêter en bas. Très vite, on a très chaud sous le soleil. On skie dans la soupe. Mais pour nous, c'est normal la neige. Ça fait partie de l'Algérie. Une Algérie un peu particulière, élégante, fréquentée par une minorité de Français. À la pause déjeuner, la famille retrouve ses amis au ski club. Mademoiselle Brémontier, la vedette, bronzée toute l'année. Il y a l'écrivain et alpiniste Roger Frison-Roche qui est de passage. Ou encore Robert Mézigaud, le seul moniteur de ski d'Algérie. On plaisante, on flirte vaguement, loin de la foule qui, elle, préfère la mer à la montagne. C'est à Alger que s'est établie la famille Kosso il y a 3 générations. Le grand-père est d'origine italienne, comme les Pisibon. Il a été naturalisé français dans les années 1900. Hélène et ses sœurs viennent lui rendre visite tous les dimanches. Mon grand-père m'impressionne beaucoup. Il est entomologiste. Il parle le latin. Il a une énorme bibliothèque. C'est un personnage.
Il nous est précieux et il ne faut pas le déranger. Du balcon de son grand-père, Hélène peut contempler toute la ville. Alger, c'est chez moi. Je vais dans les squares. J'écoute les oiseaux sous les palmiers. J'écoute aussi le muezzin en passant près des mosquées. Surtout, j'aime le parfum des femmes et la musique arabe dans les cafés. Le père d'Hélène Cosseau est l'un des grands assureurs d'Alger. Pour rencontrer ses clients, il emmène sa famille au RUA, le Racing universitaire d'Alger. Le club est ouvert à tous, mais payant. C'est là que se retrouve la bourgeoisie algéroise, par les jours de grande chaleur. Mes sœurs et moi, on commence à savoir nager. Sur le bord, maman nous surveille. C'est drôle, elle porte encore un maillot de bain une pièce, alors que son amie, elle a mis un 2 pièces. Insouciance, tranquillité, légèreté aussi. Les Cosseau coulent des jours heureux loin des grands bouleversements du monde. Une existence sans angoisse et peut-être surtout une réussite, celle d'immigrés italiens, devenus des notables respectés dans le cadre de l'Algérie française. Ils ne sont pas les seuls. Ils sont même des centaines de milliers à avoir tenté leur chance en Algérie. Les premiers à s'être installés sont les Français de métropole. Dès les années 1830, ils sont venus de Corse, du Languedoc, de Paris ou même d'Alsace. Sur cette terre pleine de promesses, ils ont eu le sentiment de se retrouver en pays connu. Le paysan du Languedoc s'est installé dans la Mitidja, l'Alsacien dans les montagnes de Kabylie. Ils se sont très vite mélangés aux autres colons, aux Espagnols notamment, qui sont les plus nombreux. Eux, ils viennent d'Alicante et de l'Andalousie toute proche. 200 km seulement. Souvent poussés par la misère, ils se sont installés dans la région d'Oran, au point qu'ici, plus d'un habitant sur 2 est d'origine espagnole. Ils y ont importé leurs fêtes, comme le carnaval, ou plutôt le corso, comme on dit ici. Ils ont même construit des arènes pour les corridas. On raconte que c'est ici que les toreros espagnols viennent se faire les dents avant les grandes corridas de Séville. Les Italiens sont presque aussi nombreux que les Espagnols. Ils sont plutôt regroupés à l'est du pays, dans le département de Constantine. Ils y côtoient les Allemands, les Suisses et les Maltais. Ou encore la communauté juive, 120 000 personnes. Leur présence en Algérie remonte à l'Empire romain. Un drôle de mélange, unique en son genre. Le français est devenu leur langue maternelle, et toutes ces communautés ont obtenu la nationalité française à la fin du XIXe siècle. Depuis, elles se reconnaissent toutes dans les valeurs de la République. C'est d'ailleurs ce qui leur permet de vivre ensemble. Nous sommes à Maelma, dans la banlieue d'Alger. Une autre petite ville typique de l'Algérie française. La fille du maire socialiste, Annie Soivet, assiste à la fête. Pour mon père, il n'y a jamais assez de drapeaux.
n'y a jamais assez de Marseillaises, jamais assez de flonflons. Il veut toujours que sa ville soit mieux que la métropole. Pour lui, l'Algérie, c'est la France. C'est même mieux que la France. Ce jour-là, les Européens, ou les pieds noirs, comme on les surnommera bientôt, ont mis leurs habits du dimanche. Mais ils ne roulent pas vraiment sur l'or. Ce sont des fonctionnaires, des commerçants, des petits agriculteurs pour la plupart. Pour André Préau, qui filme la fête ce jour-là, pas question d'être pris pour un privilégié. Nous, on est des gens simples, modestes, travailleurs. On vit bien, mais sans plus. On n'est pas des richards, on sort de temps en temps à Alger, on prend des vacances en France, une fois tous les 2 ans, mais pas plus. On n'a rien à voir avec cette image de grand colon qui nous colle à la peau. Face à 1 million d'Européens vivent 9 millions de musulmans. À l'époque, c'est ainsi qu'on les appelle. La plupart sont arabes, ils se sont établis en Afrique du Nord au 7e siècle pour diffuser leur religion, l'islam. Ils ont converti le peuple berbère, les anciens barbares de l'Empire romain, et notamment les Kabyles, d'anciens chrétiens qui vivent ici depuis des millénaires. Les musulmans sont des petits commerçants, des ouvriers, des artisans. Et à Maelma, ils travaillent surtout comme ouvriers agricoles dans les vignes. De quoi faire vivre la famille au jour le jour, mais pas beaucoup plus. Certains ont trouvé leur place dans le système colonial. Instituteurs, fonctionnaires, ou encore gardes champêtres, comme Taïeb Boukil, ici à droite. Avec les militaires engagés dans l'armée coloniale, tirailleurs algériens ou boumiers, ils forment une petite bourgeoisie musulmane attachée à la France. Je suis garde champêtre, comme l'était mon père avant moi. J'ai fait la guerre dans l'armée française. En 1945, avec d'autres musulmans, j'ai été jusqu'en Allemagne. Je me sens proche des Français. Mais à chaque fête, malgré mon uniforme, je garde la tête couverte d'un chèche, car je veux garder mon identité et ma culture arabe. En 1950, 4 ans avant le déclenchement de la guerre d'Algérie, les deux communautés vivent apparemment encore dans l'estime l'une pour l'autre. Pour filmer les fêtes arabes, André Préau se rend avec d'autres Européens dans les douars, ces villages traditionnels où il est parfois invité. Des fêtes qu'il apprécie, mais avec certaines réserves. Les hommes arabes sont proches de nous. Ils travaillent, parlent français et s'imprègnent de notre mode de vie. Mais ce qui cause le plus de distance, c'est le statut des femmes. Elles viennent jamais au village, jamais au bal. Elles ne se mêlent pas à nous. Elles restent cachées sous leur voile et vivent recluses à la maison. En Algérie, les couples mixtes sont rarissimes. Les deux communautés se côtoient, mais ne se mélangent pas. Il faut dire que les Européens organisent leurs fêtes de leur côté, comme les pique-niques du dimanche. Autre ambiance. Ici, on porte le marcel et le béret. Ils pratiquent tous les jeux venus de métropole. La pétanque, comme dans le sud de la France, ou la belote, une anisette à la main. Je t'ai gardé dans mon cœur. Et après l'apéro, la course en sac pour les enfants. Ce jour-là, à l'air, le secrétaire de mairie s'est déguisé. Chazot, le receveur des postes, amuse la galerie.
plusieurs musulmans sont venus, notamment le garde champêtre, Taïeb Boukir. C'est vrai que nous, les musulmans, on est un peu à part. On n'a pas les mêmes habitudes. On mange pas de porc, on boit pas d'alcool. C'est contraire à notre religion. En plus, les Français, ils sont un peu trop riches par rapport à nous. Mais tout ça, moi, ça me gêne pas vraiment. Les Français sont gentils. Ils sont tous mes camarades. Dans les années 50, la vraie passerelle entre les communautés, c'est la cour de récréation de l'école. L'école laïque, gratuite et obligatoire. La même qu'en France, avec les mêmes programmes, histoire, géographie. En français, bien sûr. C'est une gentille petite. Une méthode d'enseignement exclusivement tournée vers la culture française, mais qu'apprécie une jeune institutrice pied noir, Carmen Pastor. On fait des relais, des rondes. Quel bonheur. Je leur apprends beaucoup de choses sur la France. Comme apprendre à chanter en passant par la Lorraine et sur le pont d'Avignon. Mon rêve, c'est qu'ils apprennent le français pour trouver un emploi plus tard. Moi, je peux vous dire qu'à la fin de l'année, ils sauront tous parler. Voici donc une petite France de carte postale, à la Charles Trenet, idyllique pour les uns, mais ambiguë pour les autres. L'Algérie. Est-ce vraiment la France? À l'ombre du drapeau tricolore, les Algériens se taisent, mais plus pour très longtemps. Certains se rappellent la profession de foi de l'un des premiers nationalistes, Ben Baalis, en 1936. L'arabe est ma langue. L'Algérie est mon pays. L'islam est ma religion. Cette population n'est pas de la France. Elle ne peut pas être de la France. Elle ne veut pas être de la France. Dans les années 50, les injustices paraissent plus flagrantes que jamais. En théorie, les musulmans d'Algérie sont tous des citoyens français. Mais en théorie seulement. Les musulmans sont plus nombreux que les Européens, mais leur voix à l'Assemblée algérienne compte 7 fois moins. La différence de niveau de vie surtout choque les habitants. Les Européens détiennent les meilleures terres dont une grande partie a été confisquée aux Arabes au début de la colonisation. Ces terres avaient été concédées à des colons à charge de les mettre en valeur et de les faire fructifier. Charles Borg est l'un d'entre eux. Il possède 100 hectares dans la région de Beaune. Des céréales, des vignes, des orangeries magnifiques, plantées par la famille. Avec son frère, il a hérité de cette propriété de son père, François, le patriarche de la famille. Contrairement aux apparences, la famille Borg est d'origine modeste. Ils ont plusieurs fois tout perdu depuis que l'arrière-arrière-grand-père, venu de l'île de Malte, a débarqué ici comme simple ouvrier agricole. Cent ans plus tard, Charles Borg se défend d'être un colon. Moi, j'ai beau être un patron, comme disent les ouvriers, je suis en chemise et en blue jean toute la journée à travailler avec eux. Je ne veux pas être un de ces gros colons que tout le monde méprise ici. Je paye mes ouvriers plus que le salaire minimum garanti. Ils sont tous inscrits à la sécurité sociale.
Ils peuvent se faire soigner gratuitement au dispensaire de la ville. Ce n'est pas le cas partout. Ailleurs, les différences sautent aux yeux. D'un côté, 25 000 exploitations européennes modernes. De l'autre, plus de 500 000 paysans musulmans à l'outillage traditionnel. Une situation qui scandalise Rababitat, l'un des futurs nationalistes algériens. Je suis né dans un milieu paysan, qui avec la colonisation a vu fondre la terre laissée par les ancêtres. Très jeune, je savais que cette terre était la nôtre, qu'elle nous avait été usurpée. Face à l'opulence des Européens, notre pauvreté m'est devenue insupportable. Dans sa propriété de Beaune, Charles Borg ne se considère pas comme un privilégié, plutôt comme un pionnier. Il sort d'une année noire qui a commencé avec les inondations. J'étais habitué au gel, mais alors les inondations, ça a été un gros coup dur. Et puis, il y a eu les sauterelles. J'avais jamais vu ça. Un énorme nuage qui s'abat sur les terres et qui bouffe tout. On a pulvérisé des insecticides, mais les légumes étaient invendables et on a perdu la récolte. C'est ça aussi, l'esprit pionnier. On relève les manches, on travaille dur, quitte à repartir de zéro. Car ce sont nos terres. C'est nous qui les avons mises en valeur. Nous les lèguerons un jour à nos enfants. La famille Borg mène une vie laborieuse, mais agréable en Algérie. Leur distraction préférée est la chasse, tous les dimanches, en compagnie des voisins européens ou musulmans. Récemment, ils se sont offerts un petit luxe. Il s'appelle Tirsou. C'est un cheval trotteur qu'ils font courir à l'hippodrome du Caroubier à Alger. Nous sommes le 25 septembre 1952. Les femmes sont très élégantes. Elles portent des capelines. Les courses, c'est une grande famille. Nous, les pieds noirs, on n'a pas de pur sang car on aime le côté laborieux et acharné des trotteurs. On ne court pas pour le gain, mais pour le plaisir de gagner. Ce jour-là, Tirsou remporte le Grand Prix d'Alger. Image paradoxale de cette Algérie où deux mondes coexistent sans se croiser. À quelques centaines de mètres de l'hippodrome, des familles vivent dans des conditions misérables. Charles Borg n'y est pour rien, bien sûr. Mais comme les autres Européens, il ne peut ignorer que 35 000 personnes s'entassent dans les bidonvilles d'Alger. Ils viennent de tout le pays, poussés par le chômage et la misère. En Algérie, un garçon musulman sur 5 seulement est scolarisé. Des populations entières qui vivent oubliées de tous, ou presque. Depuis longtemps, certains dénoncent cette situation. Ce sont les Pères blancs. On les reconnaît à leur feutre rouge. Ils sont plutôt discrets, mais leur démarche séduit. Ces religieux catholiques étudient le Coran. Ils apprennent la langue arabe. En 1953, l'un d'entre eux, le père de Charette, tire le signal d'alarme. Les signes de famine chez les nomades du Sahara ne laissent plus de doute. Ils sont couverts de loques. Certains n'ont plus rien à manger. Ils se nourrissent d'une herbe si rare qu'il faut toute une journée pour en remplir une marmite.
Dans les villages, les plus pauvres ne subsistent qu'en mendiant. Pour les enfants d'Algérie, ils nourrissent un rêve un peu fou. Émancipation, réussite scolaire, dignité. Ils ont créé des écoles professionnelles en plein désert. Une démarche qu'ils placent au cœur d'une Algérie française rénovée et plus égalitaire. Dans les années 50, les Pères blancs continuent de fasciner. Chaque année, des Français se rendent au Sahara sur les traces de l'un des Pères blancs les plus connus, Charles de Foucault. Mort en 1916, enterré ici en plein désert. Drôle d'ambiance, une simple croix dans les dunes, à l'ombre d'une cathédrale sortie de nulle part. Le sud de l'Algérie, avec ses cités perdues, attire de plus en plus de visiteurs. Ce sont loin d'être tous des mystiques. Loin de la métropole, les milliers de Français qui se ruent dans le sud éprouvent ici des sensations nouvelles. Marcher en costume dans le désert, s'enfoncer pieds nus dans le sable. Au début de l'année 54, l'Algérie apparemment semble n'avoir jamais été aussi heureuse. Certains les trouvent un peu fanfarons, ces pieds noirs, un peu flambeurs. Mais quoi? Il n'y a qu'en métropole qu'on a le droit d'être heureux? Ils ne le savent pas encore, mais à l'été 1954, ils vivent leur dernier moment d'insouciance. Dans la nuit du 1er novembre, une trentaine d'attentats secouent l'Algérie. Dans le massif des Aurès, un bus a été attaqué sur une route de montagne. Un notable musulman a été tué, ainsi qu'un instituteur français. Sa femme est gravement blessée. Les attentats ont fait 7 morts dans toute l'Algérie. Lors des premières opérations de police, on retrouve le trac d'une organisation inconnue, le FLN, le Front de Libération Nationale. Peuple algérien, pense à ta situation humiliante de colonisé. Nous t'appelons à reconquérir la liberté au prix de ton sang. Se désintéresser de la lutte est un crime. Vive l'armée de libération. Vive l'Algérie indépendante. Les auteurs du tract se cachent à Alger. Avant de déclencher l'insurrection, ils ont posé pour la postérité chez un photographe, rue de la Marne. Surprise. 3 d'entre eux sont d'anciens sous-officiers de l'armée française. Tous sont des militants nationalistes depuis longtemps. Pour comprendre, retour aux années 40. Novembre 1942. Nous sommes en pleine guerre mondiale. La côte algérienne est sous les bombes. Dans le ciel de la ville de Beaune, les avions allemands tentent d'empêcher la flotte américaine de débarquer en Afrique du Nord. Le combat ne dure que quelques heures. Il se termine par la victoire des Américains. Une victoire importante. C'est d'ici, d'Algérie, que les Alliés ont décidé de se lancer à la reconquête de l'Europe, occupée par les nazis.
En quelques jours, des milliers de soldats américains débarquent en Afrique du Nord. Et avec eux, un vent de liberté. Ils sont partout accueillis avec enthousiasme. Certains musulmans le savent, l'Amérique s'est prononcée en faveur de l'émancipation des peuples colonisés. Au contact de l'armée américaine et de son chef, le général Eisenhower, des dizaines de milliers de Français d'Algérie, Européens et musulmans, s'engagent ou sont mobilisés dans l'armée française. Parmi eux, un adjudant qui se fait photographier avec ses copains de régiment, Ahmed Ben Bella, le futur président de la République algérienne. La guerre va changer sa vie. En 1944, Ahmed Ben Bella embarque pour l'Europe. Parmi mes chefs et mes hommes, je n'ai que des amis. Je n'éprouve aucun scrupule à me battre aux côtés de la France. Son combat est juste puisqu'il s'agit de lutter contre le fascisme. L'adjudant Ben Bella débarque en Italie. Il participe à la bataille de Monte Cassino. Il est décoré de la médaille militaire par le général de Gaulle lors de la prise de Rome. Quelques mois plus tard, en août 1944, la première armée française débarque en Provence et libère la ville de Marseille. Certains musulmans comme Ben Bella espèrent bien profiter de cette liberté. L'Algérie ne peut pas rester à l'écart des grands bouleversements du siècle. Je porte l'uniforme français et pourtant je me sens arabe par toutes les fibres de mon cœur. Les miens ne sont pas là, mais de l'autre côté de la mer, 10 millions d'hommes pauvres et méprisés qui attendent en silence leur libération. « 8 mai 1945, jour de la victoire. À Paris, comme partout en France et en Algérie, les vainqueurs défilent, drapeau en tête, devant des musulmans qui, pour certains, rêvent de changement. Personne ne sait que des incidents d'une importance considérable ont lieu au même moment en Algérie. À Sétif, lors des cérémonies, des nationalistes ont sorti leur propre drapeau, celui de l'Algérie indépendante. La manifestation a dégénéré et tourné au massacre d'une centaine d'Européens. Pendant plusieurs jours, l'armée française et des milices pieds noirs lancent des représailles massives contre la population. Ils font des milliers de morts. Une répression aveugle et démesurée qui décide un adolescent, Ouari Boumedienne, à s'engager dans la lutte. Le jour de Sétif, le monde a basculé. L'adolescent que j'étais est devenu un homme. Nous avons compris qu'il faudrait se battre les armes à la main pour devenir des hommes libres. Le général Duval, qui a dirigé la répression, est conscient de la menace. Il prévient qu'en l'absence de réforme en Algérie, tout recommencera dans 10 ans. C'est exactement ce qui se passe. Nous sommes à Philippeville, le 20 août 1955. 10 ans après Sétif, 8 mois après les attentats du 1er novembre, un nouveau soulèvement plonge définitivement l'Algérie dans la guerre. Des centaines de nationalistes déferlent sur la ville. Ils massacrent une centaine d'habitants à l'arme blanche. En représailles, les milices pieds noirs et l'armée vont tuer plus d'1 millier de musulmans. Comme ici, cet homme qui s'était caché sous une tente.
Une exécution à bout portant et sans sommation. Des images diffusées dans le monde entier, mais interdites à l'époque à la télévision française. Plusieurs photos sont publiées dans l'Express quelques semaines plus tard. En Algérie, le cycle de la violence est lancé. Les nationalistes multiplient les actions contre les Européens. Des fermes sont attaquées, des colons massacrés. Le FLN, Front de Libération Nationale, a choisi la politique de terreur pour creuser le fossé entre les communautés. C'est alors que le gouvernement prend à Paris une décision lourde de sens, l'envoi du contingent en Algérie. Cette décision va bouleverser la vie de millions de Français. Un petit matin d'avril 56, la gare de Rennes en Bretagne. Le sergent Roland Lemel est convoqué avec ses copains de régiment. C'est un rappelé. Il a déjà fait son service militaire, mais il doit rempiler pour 9 mois en Algérie. Avec une petite caméra 8 mm, il va, comme beaucoup d'appelés, filmer l'aventure de ses 20 ans. Derrière lui, il laisse sa fiancée et son travail à l'arsenal de Brest. Il ne se rend pas vraiment compte de ce qui l'attend. Le colonel nous a dit qu'on va défendre un morceau de France où il y a des problèmes. C'est du maintien de l'ordre. De toute façon, ça va être très court. Moi, ça me fait des vacances payées par le gouvernement. Les palmiers. L'exotisme. Je suis content de voir du pays. Déjà, je me mets à filmer le sud de la France. Ils suivent tous le même trajet. Première étape, Marseille pour une dernière nuit en métropole. Et le lendemain, Roland Lemel embarque sur le paquebot Pasteur. La traversée va durer 2 jours. Sur le bateau, on n'a rien à faire. On lit. On discute. Les officiers sont attentionnés. La bouffe est bonne. Pas de problème, on est des vrais pachas. Pour d'autres appelés, la traversée va être éprouvante. Henri Mentré, 24 ans, pâtissier dans la vie civile, embarque quelques semaines plus tard. Je suis sur le Djebel Dira. Qu'est-ce qu'on fout là? La mer est déchaînée. On nous a mis à fond de cale. Tout le monde se dégueule dessus dans tous les coins. Après 48 heures de voyage, l'Algérie est en vue. Pour la première fois, Henri Mentré va poser les pieds en Afrique. L'éblouissement de la côte, la chaleur. On n'est pas habitué. Quelque chose de très nouveau. Une image de vacances, de liberté. On met les passerelles, on est rassemblés. On décharge le matériel. Et très vite, on se retrouve en ville. Ils s'attendaient à tout, sauf à cela. Ces soldats qui croyaient débarquer au bout du monde ont l'impression de se retrouver à la maison. Tous nos repères sont brouillés. C'est étonnant quand même ce pays. On peut boire la même bière qu'en France. On se sent bien. Ça ressemble à chez nous. C'est la France, quoi.
Dès le lendemain de leur arrivée, ils partent rejoindre leur affectation située à des centaines de kilomètres. On a embarqué dans des camions pour le bled. Petit à petit, ça change. La route, la poussière. Ça nous devient étranger. On passe par des petits villages où les maisons sont construites en terre et où les gens dorment sur le sol. En fait, ils sont pas comme nous. Ils sont différents. Mais où on est, là? On est à Mesloula, un poste isolé à la frontière tunisienne. C'est ici, en plein désert, qu'Henri Montré va passer 6 mois, par des températures qui montent parfois jusqu'à 45 degrés. Mais il est plutôt bien tombé. Je suis chargé de l'approvisionnement en nourriture. Je me rends tous les jours dans la ville voisine, Soukaras. Je fais les courses pour le régiment. Les officiers nous ont dit d'être bien avec les habitants, de montrer un bon visage de la colonisation. Henri Montré est filmé par ses copains de régiment. Ici, les appelés ne sont pas vraiment hostiles à l'idée de l'Algérie française. Plutôt indifférents, malgré le discours officiel. Là, c'est le lieutenant qui sensibilise la population à notre action. Lui, c'est un peu la vieille France aristo qui croit à l'Empire. Moi, j'en pense pas grand-chose de cette mission de colonialisme. Je suis pâtissier à Charmes, dans les Vosges. Et l'Empire français, j'en ai rien à foutre. Les militaires du contingent sont vite rattrapés par la guerre. Le 18 mai 1956, dans les gorges de Palestro, 20 jeunes Parisiens tombent dans une embuscade du FLN. Leurs corps sont retrouvés mutilés. Un traumatisme pour ces soldats qui découvrent l'horreur de cette guerre. À Alger, pourtant, la vie continue, presque comme si de rien n'était. Le 30 juin 1956, un jeune pied noir, Guy Forzy, épouse Claire Meignier à l'église Saint-Augustin. Ils se sont rencontrés dans la rue par hasard, mais ils appartiennent tous les deux à des familles de notables. Malgré le massacre de Palestro, Guy Forzy se sent assez rassuré pour emmener sa femme en voyage de noces sur la côte algérienne. Quel bonheur. On se lance dans la vie. On traverse des paysages très beaux. On ne sent pas d'insécurité. On est dans notre pays. On est chez nous. Et pourtant, pour rejoindre la propriété familiale, il faut prendre place dans un convoi militaire. Sur cette route, la guérilla a déjà lancé de nombreuses attaques depuis les collines. Devant les carcasses de voitures dans le ravin et les fermes brûlées, Guy Forzy explique à sa femme. Ici, c'est la ferme de Moati. Il a été attaché à la moissonneuse-batteuse et brûlé vif. La vie qui attend la jeune femme ne sera plus jamais la même. C'est ici, à Vialar, dans la région du Cersou, que le couple va s'installer. Une propriété de 600 hectares, protégée par une tour de guet, toute proche du village et de son mur d'enceinte. Des conditions difficiles, mais qui ne les empêchent pas de fonder une famille, ni de s'accrocher à cette terre qu'ils possèdent depuis 70 ans. On n'a aucun doute sur notre présence ici. On s'entend bien avec les musulmans, comme Rabat Ben Alima, le chef des ouvriers,
et les caïds des environs. Les Arabes ont un énorme retard en agriculture. Ils nous admirent pour notre travail. On met en valeur. On a une responsabilité, celle de faire tourner ce pays. On ne va pas partir d'ici. On sait que l'armée française s'occupe du FLN. L'armée compte 400 000 hommes en Algérie. Pierre Rodelov du 3e régiment de chasseurs d'Afrique en fait partie. Ce sous-officier qui a fait la guerre d'Indochine est en opération au sud d'Alger. Il a laissé derrière lui, en métropole, sa femme Pierrette et ses 2 enfants. Pour la rassurer, il lui écrit au moins une fois par jour. Ma tendre amour chérie que j'aime. Cette nuit, je n'ai pas fait de rêve. Pourtant, j'avais regardé tes photos et je t'imaginais, tu sais comment, à côté de moi. J'ai encore dans mes oreilles le doux son de ta voix. Tu sais que je suis à toi pour la vie. Ce matin, j'ai vu des petits qui me rappelaient les nôtres. Je leur ai distribué des bonbons et des chewing-gums. Je t'embrasse très amoureusement. Bientôt, nous ne serons plus qu'un. Pour raconter sa vie de soldat, Pierre Rodelov envoie à sa femme les bobines de films qu'il a tournées dans les zones de combat. Mon amour, ne t'inquiète pas. Je ne fais pas de corps à corps. Tu n'as rien à craindre. Je suis presque toujours protégé dans la tourelle du char. Parfois j'ai peur de me tromper quand je donne l'ordre de tirer, mais c'est eux ou nous. On préfère démolir une mechta pour être sûr d'avoir l'ennemi, même si on n'est pas certain que des innocents ne vont pas y passer. En face, l'ennemi est insaisissable. Ces hommes appartiennent à l'armée de libération nationale, la branche armée du FLN. On les appelle les Félagas. Ce sont pour la plupart des Fellahs un mot arabe qui signifie paysan. Ils mènent une guérilla contre l'armée française. En attaquant les trains de marchandises, ils cherchent à briser le système colonial. Ce jour-là, c'est un chef de groupe de 23 ans, Shrif Zenadi, qui donne le signal. Nous harcelons l'ennemi. C'est la guerre du peuple contre les colonialistes. On lutte avec les moyens du bord. On a récupéré des obus qui n'avaient pas explosé et des détonateurs dans une mine de fer. On n'a pas d'aviation, pas de chars, rien. On ne craint pas le danger. Sinon, on ne ferait pas la guerre. Ces images ont été tournées par un Français, René Vauthier. Ce cinéaste membre du Parti communiste accompagne les nationalistes dans les combats. En 1957, il filme l'ennemi quand sa caméra est atteinte par une balle. Un éclat lui est entré dans la tête. C'est la 2e fois qu'il est blessé. René Vauthier est un cinéaste engagé. Pour moi, les rebelles sont comme les résistants français. Leur cause est la même que la nôtre pendant la Seconde Guerre mondiale. Je veux dénoncer cette guerre colonialiste. Ma façon de me battre, c'est de leur donner la parole.
Pour déloger la guérilla, l'armée française emploie les grands moyens. Avions de reconnaissance, hélicoptères. Et surtout, ses troupes d'élite, les parachutistes. L'un d'entre eux, l'adjudant-chef Laberen, du 11e bataillon de choc, a pour mission d'encercler les Félagas repérés par l'aviation. En un temps record, lui et ses paras sont transportés au sommet des montagnes. Chez l'ennemi, il y a des bandits, mais il y a aussi de vrais militaires. Certains sont formidables. Ils se battent jusqu'à la dernière cartouche. Ils en bavent. Ils croient en leur pays, l'Algérie algérienne. Si on inversait les rôles, je ferais comme eux. Je me battrais pour mon pays. En octobre 1956, l'arrestation de plusieurs chefs nationalistes, dont Ben Bella, porte un coup sévère à la direction du FLN. Mais le combat continue sur le terrain. René Vauthier filme les bases arrières où se cachent les rebelles. De petites casemates creusées dans la montagne, d'où ils préparent les attaques à la lueur des lampes à pétrole. Ils ont tous entre 20 et 30 ans. Plusieurs femmes font partie du groupe. Comme Asiba, 17 ans, qui a fugué de chez sa famille. Je suis un peu leur petite sœur, leur chouchoute. J'aime bien les taquiner, chanter des chansons pour les soldats. Parfois, je filme avec la caméra de René Vauthier. Ce que je préfère, c'est aller me battre avec les soldats. Sinon, je sers aussi d'infirmière auprès des habitants. Je ne peux pas expliquer l'amour que j'ai pour l'Algérie. C'est incroyable. Avec les colons, on avait l'impression d'être des sous-hommes. Moi, mon rêve, c'est d'être libre. Je suis une combattante. Les chefs de la rébellion ont une priorité, faire basculer la population dans le camp nationaliste. Shlif Zenadi, commissaire politique, dirige un tribunal révolutionnaire. Ses consignes sont claires. Pour ceux qui marchent pas avec nous, ça va aller mal. Ceux que nous exécutons sont des traîtres. C'est tout ou rien. On n'a pas de prison. On blanchit ou on condamne. Les condamnés à mort sont égorgés, des prisonniers sont mutilés. Les crimes de guerre commis par le FLN se multiplient et touchent aussi des villages musulmans comme Melouza ou l'Oued Amizour. Plusieurs centaines de morts, hommes, femmes, enfants. Les traîtres aux yeux des nationalistes, les voici. Les musulmans pro-français. Notables, maires, conseillers municipaux, mais pas seulement. Nous sommes à Beni Missera. Si ce jour-là, le chef des parachutistes, le général Massu, a fait le déplacement, c'est que l'occasion en vaut la peine. Les habitants reçoivent des armes pour défendre leur village. Des groupes d'autodéfense qui s'ajoutent aux harkis, ces soldats recrutés pour la durée d'1 mois renouvelable et qui prêtent serment devant les officiers. Je sous-signé Abrika Achour, déclare servir loyalement comme harki. Je sais qu'en tenant parole, je me bats pour la prospérité de mon village, la tranquillité de tous et l'avenir des jeunes dans une Algérie française pour toujours. Je jure de lutter contre le FLN de toutes mes forces, et jusqu'à la mort s'il le faut.
Conviction personnelle? Crainte des représailles du FLN ou simplement nécessité d'avoir un salaire pour faire vivre sa famille? En Algérie, 240 000 musulmans ont pris le parti de la France. Ils sont plus nombreux que les nationalistes, mais dans quelques années, ils paieront le prix fort pour leur engagement. La guerre touche maintenant les grandes villes, dont la capitale, Alger. Des bombes du FLN explosent dans la foule. 112 attentats dans l'année 57. Pour rassurer la population, le gouvernement fait appel aux parachutistes du général Massu. Ils investissent la ville et se lancent dans le travail de police. Quadrillage, recrutement d'informateurs, mais aussi torture. À la Villa Cézini, l'armée française commet des crimes de guerre. Les suspects sont passés à la question, tabassage, torture à l'électricité ou à l'eau, viol. Dans certains centres d'interrogatoire, des centaines de nationalistes vont disparaître sans laisser de traces. En quelques mois, les parachutistes remontent les filières jusqu'aux poseurs de bombes. Mais à quel prix? Les communautés s'éloignent peu à peu les unes des autres. La société se militarise. Écœurés par la violence, certains partent pour la métropole. C'est le cas de la famille Boubaker. Hamza, le père, est nommé recteur de la mosquée de Paris. Son fils, Dalil, ne reconnaît plus Alger, sa ville natale. Je ne supporte plus ce climat. Massu a tous les pouvoirs. Les paras sont dans les rues. Ce sont des gens violents. Mon père, qui a des idées libérales, est mal vu par eux. Désormais, loin de la guerre, la dynastie des Boubaker représentera l'islam, mais en France. Sur place, chaque communauté doit maintenant choisir, pour ou contre l'Algérie française. Au sein de la communauté juive, ce sera pour. À Sidi Bel Abbès, la famille Aboab affiche clairement la couleur. Ces commerçants dans le prêt-à-porter ont décoré leurs vitrines en bleu, blanc, rouge. Denis, le Benjamin, ici torse nu avec des lunettes de soleil, est peut-être le plus patriote de la famille. Avec sa caméra, il filme ses proches, mais pas seulement. Il ne rate jamais une occasion, surtout, de filmer ses héros, la Légion étrangère. Ce jour-là, elle défile en l'honneur de son grand-père, Israël M. Salem, un ancien combattant de la guerre 14, qui va être décoré de la médaille militaire. Une occasion pour Denis de clamer son patriotisme. Nous, on se sent français à 100%. On soutient l'armée qui est là pour défendre nos intérêts. Mon grand-père a été un héros de la guerre de 14. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés, Cette médaille aujourd'hui, on la porte tous. Toute la famille est récompensée. On est fiers de notre grand-père. On se sent français et on est tous pour l'Algérie française. Papa loves mambo,
En 1957, les Européens sont loin encore d'imaginer devoir quitter un jour l'Algérie. Comme tous les autres, les Borg, les agriculteurs de Beaune, avec leur bronzage Marcel, sont inquiets de la situation militaire. Cela ne les empêche pas de vivre pleinement dans la gaieté des années 50. Les jeunes surtout tentent d'oublier la guerre. C'est le temps des premières surprises parties. Toute une génération va bientôt flirter au son d'une musique venue d'ailleurs, le rock'n'roll. Les Platters, Elvis Presley. Quoi de mieux pour oublier la violence? Cela ne suffit pas pourtant. Le 8 février 1958, la guerre s'accélère brusquement. Près de la frontière tunisienne, le cinéaste René Vauthier continue de filmer la guérilla. Ce jour-là, il suit des réfugiés qui se dirigent vers un village tunisien, Sakiet. Comme tous les vendredis, c'est le jour du marché. De notoriété publique, des troupes du FLN y sont stationnées et prennent régulièrement pour cible les avions français. Cette fois-ci, l'armée de l'air a décidé de riposter en bombardant le village. C'est un carnage que découvre René Vauthier une demi-heure plus tard. Il y a des cadavres sur la place du marché. Les gosses sont alignés dans l'école. Je pleure derrière ma caméra. Je n'arrive pas à m'essuyer les yeux. La violence des nationalistes, elle non plus, ne connaît pas de limite. Ils s'en prennent aux symboles. École, gendarmerie, mairie. 3 semaines après le bombardement de Sakiet, le drapeau est mis en berne à Thierville, dans l'Oranais. On annonce aux habitants l'assassinat du maire Félix Valla, un libéral pourtant qui s'était entouré d'une équipe franco-musulmane. C'est un de ses proches, le directeur musulman de l'école, qui l'a fait assassiner. Il est égorgé dans sa voiture, devant sa femme, tuée à bout portant, et ses 3 enfants blessés dans l'attentat. Comment sortir du cycle de la violence? À Paris, le nouveau président du Conseil laisse entendre qu'il est prêt à négocier avec les nationalistes. Pour les Français d'Algérie, c'est la phase de trop. 13 mai 58 à Alger. L'un des tournants de la guerre. La foule se révolte et lance l'assaut sur le gouvernement général. Un soulèvement que l'armée laisse faire, qu'elle approuve même. Je tiens à vous dire que l'Algérie restera française et que la France sera plus grande encore. En quelques jours, les manifestations s'étendent à toute l'Algérie. Et bientôt, l'inimaginable se produit. Après 4 ans de guerre, des dizaines de milliers de musulmans se joignent au cortège. Écœurés par la violence, ils réclament la fin de la guerre, mais aussi l'égalité des droits pour tous. Un ancien nationaliste, le commandant Siyazdin, est bouleversé par ces scènes de fraternisation. Les Arabes et les pieds noirs se tombent dans les bras. C'est une fête monstre qui nous donne l'impression que l'impossible se réalise enfin. Qu'un véritable État multiracial va voir le jour. Tous pareils et tous français.
Le mot d'ordre prend un tour inattendu dans certains villages comme Thierville, quand les femmes musulmanes retirent leur voile et les brûlent en public sous les encouragements des Européens. Des scènes incroyables filmées par les habitants qui se répètent dans toute l'Algérie. Ils réclament maintenant le retour au pouvoir de l'ancien chef de la France libre, le général de Gaulle. « 15 jours plus tard, c'est chose faite. Le 4 juin 1958, de Gaulle, qui vient d'être nommé chef du gouvernement sous la pression d'Alger, entame une visite triomphale. Je vous ai compris. La France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. C'est la fin d'un système qui a duré 100 ans. Désormais, chaque bulletin de vote aura la même valeur. La visite se poursuit dans la fièvre. Vive l'Algérie française! De leur fenêtre à Oran, André Pizibon et sa femme Huguette filment le passage de Gaulle. Il a déjà sauvé la France. Il va sauver l'Algérie. À Beaune, à Constantine, ils sont tous sur son passage, comme l'agriculteur Charles Borg. Israélites, arabes, français, on est tous mélangés. De Gaulle est au pouvoir. Moi, je vois de nouveau l'avenir en technicolor. En Algérie, tout semble de nouveau possible. Même au fin fond de la campagne où, malgré la guerre, les appelés du contingent se prennent d'affection pour ce pays. C'est le cas d'André Triboulet, un maréchal des logis de 24 ans. Cet ingénieur dans le civil, originaire de la région parisienne, se bat dans les Aurès depuis 6 mois. Entre deux patrouilles, il s'est lié avec les habitants. Sa hiérarchie lui a demandé de monter avec les moyens du bord une école pour les enfants du village. C'est un peu comme mes enfants. Wardy surtout, qui est si brillant. En classe, il lève le doigt tout le temps. Un gosse passionnant, qui pourrait faire Polytechnique. Il y a aussi la fille de Belkacem. Je leur apprends à lire et à compter. Je ne rêve pas d'en faire de petits Français, juste de leur inculquer des bases. J'essaye aussi de leur montrer comment soigner le corps. J'ai le sentiment d'être utile à mon pays, mais aussi à la population. Un peu partout, l'État fait appel aux appelés du contingent pour lancer les grandes réformes. Éducation, santé, administration pénètrent pour la première fois dans les zones les plus reculées. Dans le cadre des SAS, les sections administratives de l'armée, on confie d'énormes responsabilités à de jeunes diplômés. Comme ici, dans l'Oranais, cet ancien élève d'HEC qui organise les élections et filme les femmes musulmanes qui votent pour la première fois. Lors des élections municipales de 1959, les électeurs d'Algérie élisent une majorité de maires musulmans.
Les bonnes nouvelles s'accumulent. Le pétrole, découvert quelques années plus tôt au Sahara, apporte de nouvelles perspectives. L'État français lance le plan de Constantine. Dans les 5 ans à venir, les musulmans doivent recevoir 200 000 logements, 400 000 emplois. 250 000 hectares de terre vont leur être redistribués. Mais n'est-ce pas déjà trop tard ? Dans l'est de l'Algérie, la tension militaire reste extrême. Nous sommes à la frontière tunisienne. Derrière la ligne Maurice, cette barrière électrifiée construite par les Français, une armée se tient en attente. C'est ici, en Tunisie, que des milliers de nationalistes se sont repliés. Ils ont été refoulés par l'armée française victorieuse sur le sol algérien. Mais ils attendent leur revanche. Ils sont maintenant aidés et formés par des pays arabes et des régimes communistes. Krim Belkacem, l'un de leurs chefs historiques, maintient son mot d'ordre, franchir la frontière et attaquer. Face à eux, le 3e chasseur d'Afrique, le régiment de Pierre Rodelov. Une année de guerre déjà, et les premiers doutes qui s'installent. Dès le lever du soleil, Pierre Rodelov patrouille le long de la ligne Maurice. Son unité est régulièrement prise pour cible, et les lettres à sa femme sont de plus en plus inquiètes. Ma chérie, l'ennemi est là. On le sent tout proche. Les tirs peuvent venir de partout et le moindre mouvement est suspect. Je continue à me battre, mais je doute de plus en plus que ce sacré pays soit la France. Il vaudrait mieux en finir. Je sais maintenant qu'on ne gagnera pas. Je t'aime pour la vie, car tu es toujours mon seul et unique amour. Le 27 août 59, Pierre Rodelov est fauché par un obus devant ce bâtiment à l'âge de 31 ans. En 5 ans de guerre, déjà plus de 15 000 soldats français sont morts et la question algérienne reste entière. Le général de Gaulle est de nouveau en Algérie. Officiellement, la consigne est la même, vaincre les rebelles. Pourtant, tous l'ignorent, mais sa décision de changer de politique est déjà prise. De retour à Paris le 16 septembre, son discours à la télévision fait l'effet d'une bombe. En vertu du pouvoir que m'attribue la Constitution de consulter les citoyens, pourvu que Dieu me prête vie et que le peuple m'écoute, je m'engage à consulter les Algériens dans leurs 12 départements au sujet du destin qu'ils veulent adopter. L'Algérie, avec ou sans la France. Les Algériens se prononceront par référendum. Pour les pieds noirs, c'est une catastrophe, car leur vote est minoritaire face aux 9 millions de musulmans. Dès le mois de janvier 1960, les pieds noirs se révoltent et montent des barricades. Guy Forzy est l'un de leurs chefs. Notre pays est menacé. Toute notre vie est menacée. On s'est battu pour libérer la France en 1944. Et là, on s'attaque à notre pays, l'Algérie. On ne va pas partir une main devant et une main derrière. On se révolte. Ou alors, on n'a pas d'honneur.
Les insurgés se rendent au bout d'une semaine. Ce n'est que le premier échec d'une longue série. Car ils doivent bientôt partager la rue avec le FLN qui se sent désormais assez fort pour les défier dans leur quartier. Cette fois, c'est l'armée qui prend le parti de l'Algérie française. 22 avril 61 au matin, des régiments de légionnaires et de parachutistes occupent la ville d'Alger et lancent un putsch contre l'État. Parmi eux, le lieutenant Durand-Ruel, 9 ans de combat, dont 5 en Algérie. En 5 ans d'opération, on a eu des centaines de morts. Et là, De Gaulle nous dit non, c'était une erreur de se battre, il faut leur donner l'indépendance. C'est écœurant. On s'est battu pour rien alors? Pour des prunes? Eh bien non. Le putsch des généraux ne dure que 3 jours, le temps de s'apercevoir que toute l'armée ne suit pas le mouvement. Philippe Durand-Ruel et les officiers putschistes se rendent le 25 avril. Ils sont envoyés à la prison de la Santé à Paris. Avec eux, disparaît pour les Pieds Noirs la dernière chance de conserver l'Algérie dans la France. Leur cause est devenue désespérée. Et c'est une organisation clandestine, l'OAS, organisation armée secrète, qui prend le relais. Comme le FLN, elle multiplie les attentats. L'Algérie sombre dans le chaos. En mars 1962, un cessez-le-feu est signé à Évian entre la France et les nationalistes. L'Algérie veut accéder à la vie internationale sans complexe. Pendant quelques mois encore, la terreur continue. À Alger, le 26 mars, l'armée française tire sur une manifestation pieds noirs. Plus de 60 morts, une centaine de blessés et la panique qui s'installe. L'exode des Pieds Noirs commence, il ne s'arrêtera plus. Le 1er juillet 1962, les Européens ne sont plus que quelques dizaines de milliers quand se déroule le référendum. Un vote massif en faveur de l'indépendance. Elle est proclamée le 5 juillet. Bientôt, Ahmed Ben Bella, l'ancien adjudant de l'armée française, sera reçu à l'Assemblée générale de l'ONU. Monsieur le Président, il est, dans la vie des peuples, des heures où le destin s'arrête pour choisir son chemin. L'Algérie vit parmi vous ces heures-là. 8 ans de guerre, un bilan que les historiens évaluent à 300 000 morts. Et déjà, les représailles. Les nationalistes lancent la foule contre les anciens alliés des Français. Comme ici, en Kabylie, quand des milliers d'habitants filmés par les parachutistes encerclent les maisons des harkis. Des familles entières tentent de fuir devant les menaces de la foule. Ce jour-là, les parachutistes parviennent à les évacuer de justesse. Mais c'est une exception. Dans les prochains mois, plusieurs dizaines de milliers de harkis seront assassinés, dans des conditions horribles et l'indifférence de l'État français. Ainsi prenait fin, il y a moins de 50 ans, l'Algérie française.
Depuis, ils ont tous refait leur vie. André Pizibon et sa femme Huguette vivent aujourd'hui sur la Côte d'Azur, dans le souvenir de leurs belles années. Hélène Cossos s'est mariée à son retour en France. Elle a eu 5 enfants. Mais elle a laissé derrière elle son grand-père, enterré au cimetière d'Alger avant l'indépendance. Dalil Boubaker, lui, a succédé en 1992 à son père comme recteur de la mosquée de Paris. Il dirige aujourd'hui l'islam de France. Shlif Zenadi est resté en Algérie, mais il a quitté l'armée en 1962 pour protester contre les dérives du FLN. Il s'est marié avec Assiba. Ahmed Ben Bella n'est resté que 3 ans président de la République algérienne. Victime d'un coup d'État en 1965, il vit en exil en Europe. L'une des plus marquées peut-être est Pierrette Rodelov, qui vit depuis 47 ans dans le souvenir de son mari mort au combat. Leur fils Jean est aujourd'hui sous-officier dans la Légion étrangère. Charles Borg a quitté l'Algérie en 1963, quand ses terres ont été nationalisées. Il vit dans le sud de la France, tout comme Guy Forzy, sa femme Claire et ses enfants. En 1995, il est entré au gouvernement d'Alain Juppé comme délégué aux rapatriés. Comme tant d'autres, le soldat André Triboulet a laissé un peu de sa jeunesse en Algérie. À son retour en France, il a vécu une longue dépression avant de reprendre son emploi d'ingénieur et de retrouver sa femme.